Pas de dîner pour les menteurs, annonce sa mère, verrouillant la cuisine pour le 3e jour. Papa acquiesça. Tu mangeras quand tu apprendras le respect. Sœur ajouta, certains enfants ont juste besoin d'apprendre par des conséquences sévères. Frère acquiesça. Enfin, quelqu'un lui enseigne la vraie discipline et les limites. Maman continua, certains enfants ne méritent tout simplement pas de nourriture tant qu'ils ne s'excusent pas sincèrement. Quand j'ai défailli à l'école, l'infirmière m'a pesé et a immédiatement appelé le 911. Les conclusions de l'hôpital allaient détruire ma famille à jamais. Je m'appelle Kimberly et je vivais avec ce que tout le monde pensait être la famille parfaite. Mes parents, Gregory et Evelyn Fletcher, étaient des piliers de notre petite communauté de l'Indiana. Papa était un agent d'assurance respecté. Maman était bénévole à l'église et présidente de l'association parents-professeurs. Ma sœur aînée, Mélanie, avait 17 ans et était capitaine de l'équipe de débat, tandis que mon frère, Preston, 16 ans, était le quart arrière vedette de l'équipe de football universitaire, bien qu'il soit en 2e année. Et puis il y avait moi, la déception. Je n'étais pas sportive comme Preston ni douée sur le plan scolaire comme Mélanie. J'étais moyenne, au mieux, luttant contre une légère dyslexie qui rendait l'école plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Mais le vrai problème n'était pas mes notes ou mon manque de trophées. Le vrai problème était que j'avais commencé à remettre les choses en question. Cela a commencé petit. J'ai demandé pourquoi nous dépensions autant d'argent pour les tournois de débat de Mélanie alors que je ne pouvais pas avoir de tuteur pour mes difficultés de lecture. Je me suis demandé à voix haute pourquoi Preston avait eu une voiture pour son 16e anniversaire alors que Mélanie et moi devions marcher ou prendre le bus. J'ai remis en question pourquoi on attendait de moi que je fasse la plupart des tâches ménagères alors que mes frères et sœurs se concentraient sur leurs activités importantes. Mes parents ont appelé cela du manque de respect et de l'ingratitude. Mes frères et sœurs étaient d'accord, surtout après que mes parents ont commencé à les traiter encore mieux pour contraster avec ma mauvaise attitude. Le point de rupture est survenu un mardi de mars de ma 2e année de lycée. J'avais demandé poliment si je pouvais rejoindre le club d'art de l'école. Cela nécessitait des frais de $50 et se réunirait 2 fois par semaine après l'école. J'avais économisé de l'argent de babysitting pour couvrir moi-même les frais. Absolument pas, dit maman sans lever les yeux des dissertations de candidature à l'université de Mélanie. Tu peux à peine gérer tes responsabilités actuelles, et tes notes sont terribles. Mes notes ne sont pas terribles, protestai-je. J'ai surtout des B et des C, et j'ai beaucoup travaillé, aussi. N'ose pas me répondre, rétorqua-t-elle. C'est exactement le genre d'attitude irrespectueuse qui a empoisonné cette maison. Papa leva les yeux pour aider Preston avec ses vidéos de recrutement de football. Ta mère a raison, Kimberly. Tu n'as été qu'ingrate ces derniers temps. Peut-être que tu as besoin d'apprendre à apprécier ce que tu as. C'est alors que j'ai fait mon erreur fatale. J'ai dit, je veux juste faire quelque chose que j'aime pour une fois. Mélanie a le débat. Preston a le football, mais je ne peux même pas avoir le club d'art. La pièce devint silencieuse. Mélanie ferma lentement son ordinateur portable. Preston arrêta sa vidéo. Le visage de maman devint rouge. Comment oses-tu te comparer à tes frères et sœurs, siffla maman. Ils gagnent leurs privilèges grâce à l'excellence et au respect. Tu ne gagnes rien d'autre que de la déception. J'essaie de faire de mon mieux, dis-je, les larmes commençant à se former. Je voulais juste. Tu es une menteuse, interrompit papa. Si tu faisais de ton mieux, tes notes seraient meilleures. Si tu étais respectueuse, tu ne remettrais pas en question nos décisions. Tu es manipulatrice et trompeuse, et nous en avons assez. C'est alors que maman fit l'annonce qui allait tout changer. Pas de dîner pour les menteurs. Tant que tu ne peux pas nous montrer le respect et l'honnêteté, tu ne mérites pas de manger à notre table. Je la regardai sous le choc. Tu ne peux pas être sérieuse. Très sérieuse, dit papa, acquiesçant avec approbation. Tu mangeras quand tu apprendras le respect. Mélanie intervint avec un sourire suffisant. Certains enfants ont juste besoin d'apprendre par des conséquences sévères. Peut-être que cela t'apprendra enfin la gratitude. Preston acquiesça sagement comme s'il prodiguait une sagesse ancienne. Enfin, quelqu'un lui enseigne la vraie discipline et les limites. Maman continua, semblant presque satisfaite d'elle-même. Certains enfants ne méritent tout simplement pas de nourriture tant qu'ils ne s'excusent pas sincèrement et ne changent pas complètement leur attitude.
J'ai été envoyé dans ma chambre pendant qu'ils appréciaient le dîner. Je pouvais sentir le rôti et entendre leur rire résonner dans la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en espérant que cela avait été une sorte de leçon tordue. Sûrement, ils ne me laisseraient pas vraiment mourir de faim, mais la cuisine était différente. Maman avait installé une serrure sur la porte du garde-manger pendant la nuit. Le réfrigérateur avait un cadenas. Même la corbeille de fruits avait disparu. « Bonjour, ma chérie » dit maman joyeusement à Mélanie, qui mangeait des crêpes et du bacon. « As-tu bien dormi ?» Je restais là en pyjama, l'estomac gargouillant. « Puis-je prendre le petit déjeuner ?» La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « As-tu appris le respect ?» demanda papa sans lever les yeux de son journal. « Je suis désolé de vous avoir remis en question, dis-je doucement. Ce ne sont pas de vraies excuses, dit Mélanie, du sirop coulant de sa fourchette. De vraies excuses assument la responsabilité et montrent la compréhension du préjudice causé. Tu dois comprendre pourquoi ton comportement était si blessant et irrespectueux, ajouta maman. Tant que tu ne montreras pas un remords sincère et un engagement à changer, tu devras avoir faim. J'ai essayé de discuter, mais papa me coupa. C'est exactement le genre d'attitude qui t'a mise dans cette situation. Chaque mot de défi prouve simplement que nous faisons la bonne chose. Ils sont partis au travail et à l'école, me laissant seul avec des armoires verrouillées et un estomac vide. À l'école, j'étais trop gêné pour dire à qui que ce soit ce qui se passait. J'ai utilisé mon argent du déjeuner pour acheter un petit sandwich, mais cela a à peine entamé ma faim. Quand je suis rentré à la maison, les serrures étaient toujours là. Au 3e jour, je devenais désespéré. J'avais réussi à acheter des craquelins et une petite pomme avec le reste de mon argent de babysitting, mais il me restait moins de 2 $. La faim était constante maintenant, une gêne qui rendait difficile la concentration en classe. Ce matin-là, j'ai recommencé. S'il vous plaît, suppliai-je. Je suis vraiment désolé. Je comprends maintenant que j'étais irrespectueuse. Puis-je avoir des céréales, s'il vous plaît? Maman me regarda avec attention. Es-tu vraiment désolé, ou as-tu juste faim? Je suis vraiment désolé, mentis-je. La vérité était que j'étais furieuse et effrayée, mais j'étais aussi affamée. Je ne te crois pas, dit-elle simplement. Tu essaies juste de nous manipuler avec de fausses larmes et des mots vides. De vraies excuses viennent du cœur, pas de l'estomac. Mélanie acquiesça sagement en beurrant son pain grillé. On peut toujours dire quand Kimberly est fausse. Elle a ce regard désespéré dans les yeux. Le fait que tu te concentres sur la nourriture au lieu de réfléchir sincèrement à ton comportement prouve que tu n'as rien appris, ajouta Preston, chargeant son assiette d'œufs et de saucisses. Papa plia son journal et me regarda avec ce qu'il pensait probablement être une sagesse paternelle. La punition n'est pas efficace si nous cédons au moment où les choses deviennent un peu inconfortables. Tu mangeras quand tu auras vraiment appris ta leçon. J'ai tenu bon pendant la première heure à peine. Pendant la 2e heure d'anglais, les mots sur la page n'arrêtaient pas de nager ensemble. J'avais toujours eu du mal à lire à cause de ma dyslexie, mais maintenant les lettres semblaient danser et se brouiller d'une manière que je n'avais jamais connue. Madame Thompson, mon professeur d'anglais, m'a remarqué me balancer sur ma chaise. Kimberly, tu te sens bien? Tu as l'air pâle. Je vais bien, murmurai-je, mais je n'allais pas bien. La pièce tournait légèrement, et il y avait un bourdonnement dans mes oreilles. La 3e heure était le cours de gymnastique. Coach Williams nous faisait courir des tours, et j'ai fait la moitié du tour de la piste avant que ma vision ne commence à se rétrécir. J'ai ralenti pour marcher, puis je me suis arrêté complètement, les mains sur les genoux, haletant. Fletcher, cria Coach Williams, qu'est-ce qui coince? J'ai essayé de répondre, mais les mots ne venaient pas. Le monde a basculé sur le côté, et la dernière chose dont je me souvienne, c'est le goût de la terre et le son des cris de mes camarades de classe. Je me suis réveillé dans le bureau de l'infirmière avec Madame Patterson, l'infirmière scolaire, planant au-dessus de moi avec une expression inquiète. Il y avait un linge frais sur mon front et un brassard de tensiomètre sur mon bras. « Te voilà, dit-elle doucement. Tu nous as fait une belle frayeur. Comment te sens-tu? Fatigué, dis-je d'une voix rauque. Ma bouche était comme du papier de verre. À quand remonte la dernière fois que tu as mangé quelque chose, ma chérie? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Que arriverait-il à ma famille?
Malgré tout, je ne voulais pas les détruire. J'ai pris le petit déjeuner, mentis-je faiblement. Madame Patterson fronça les sourcils et vérifia son bloc-notes. Kimberly, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tu t'es effondré pendant le cours de gymnastique. Ta tension artérielle est extrêmement basse, et tu montres des signes de déshydratation et de malnutrition. Quand as-tu pris un repas complet pour la dernière fois? Je regardais les dalles du plafond, comptant les trous dans les panneaux acoustiques. 27 dans la dalle directement au-dessus de moi. Kimberly, dit Madame Patterson plus fermement. Je vais te demander de monter sur la balance. Je voulais refuser, mais j'étais trop faible pour discuter. Madame Patterson m'a aidé à aller jusqu'à la balance dans le coin du bureau. J'y suis monté à contre-cœur. Elle a bougé les poids, a froncé les sourcils, a vérifié 2 fois, puis les a bougés à nouveau. Son visage est devenu blanc. Kimberly, tu as perdu 5,4 kg depuis ton dernier examen physique en septembre. C'était il y a 6 mois. Pour une fille de ton âge et de ta taille, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que manger a été difficile à la maison ces derniers temps? J'ai réalisé qu'elle me donnait une ouverture, une chance de dire la vérité sur plus que les 3 derniers jours. La perte de poids avait maintenant un sens. Il y avait eu d'autres punitions, d'autres repas manqués, d'autres fois où j'étais envoyé au lit sans dîner pour diverses infractions. Le confinement de 3 jours n'était que la version la plus extrême de quelque chose qui se produisait progressivement. Elle m'a aidé à retourner sur le lit de camp, puis s'est dirigée vers son bureau. Je l'ai regardé décrocher le téléphone avec des mains tremblantes. « Je dois appeler tes parents, dit-elle. »« S'il vous plaît, ne le faites pas, murmurai-je, mais elle était déjà en train de composer le numéro. J'ai écouté sa partie de la conversation avec une appréhension croissante. Madame Fletcher, c'est Madame Patterson du lycée. Oui, l'infirmière de Kimberly. Elle s'est effondrée pendant le cours de gymnastique aujourd'hui, et je suis très inquiète pour sa santé. Non, madame. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre après le travail. J'ai besoin que vous veniez immédiatement à l'école. Il y a eu une longue pause. Madame, avec respect, votre fille a perdu 5,4 kg et présente des signes de malnutrition sévère. C'est une urgence médicale. Oui, je comprends que vous êtes occupée, mais Madame Fletcher, si vous ne pouvez pas venir à l'école dans l'heure qui suit, je suis tenu par la loi d'appeler les services d'urgence. Une autre pause. Puis la voix de Madame Patterson devint professionnelle et glaciale. Je vois. Dans ce cas, j'appelle le 911 maintenant. Votre fille a besoin de soins médicaux immédiats. Les ambulanciers sont arrivés dans les 10 minutes. Maman est arrivée juste au moment où il me chargeait dans l'ambulance. Son visage affichait un masque d'inquiétude et de confusion qui semblait sincère à quiconque ne connaissait pas mieux. Je ne comprends pas, dit-elle aux ambulanciers. Elle a mangé normalement à la maison. Peut-être qu'elle a un trouble de l'alimentation. Vous savez comment les adolescentes peuvent être à propos de leur poids. Je voulais crier, mais j'étais trop faible, et le masque à oxygène rendait cela impossible. Quoi qu'il en soit, j'ai croisé le regard de Madame Patterson à travers la fenêtre de l'ambulance. Elle écrivait frénétiquement dans son carnet, et je pouvais voir qu'elle ne croyait pas à la performance de maman. À l'hôpital, ils m'ont branché à 4 liquides et ont effectué ce qui ressemblait à des centaines de tests. Prise de sang, analyse d'urine, évaluation psychologique. Maman est restée à mon chevet, jouant parfaitement le rôle de la mère inquiète. Je ne comprends tout simplement pas comment cela s'est produit, continuait-elle de dire aux médecins et aux infirmières. Elle semblait bien à la maison. Elle a mangé normalement. Peut-être qu'elle a vomi en secret. J'ai entendu parler de filles qui font ça. Le docteur Cruz, le médecin traitant, était une femme d'âge moyen avec des yeux doux et aucune patience pour les bêtises. Elle a demandé à maman de sortir pendant qu'elle m'examinait. Kimberly, dit-elle doucement, j'ai besoin que tu me dises la vérité. À quand remonte la dernière fois que tu as pris un repas convenable? J'ai regardé vers la porte où maman faisait les 100 pas dans le couloir. Je sais que tu as peur, dit le docteur Cruz. Mais tu es en sécurité ici. Quoi qu'il se passe à la maison, nous pouvons t'aider. Mais j'ai besoin de la vérité. Quelque chose dans sa voix a percé ma peur. Peut-être que c'était l'épuisement ou le soulagement d'être enfin dans un endroit où les adultes semblaient se soucier de mon bien-être. Mais l'histoire est sortie,
3 jours sans nourriture, les armoires verrouillées, la punition pour le manque de respect, toute la dynamique tordue de ma famille soi-disant parfaite. Je lui ai aussi parlé du schéma, de la façon dont les repas manqués étaient devenus des punitions de plus en plus courantes au cours de l'année écoulée, de la façon dont la perte de poids avait été progressive jusqu'à cette escalade extrême finale. Le docteur Cruz a écouté sans interruption, prenant des notes. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Kimberly, je veux que tu saches que ce qui t'est arrivé n'est pas une punition normale. C'est de la maltraitance. Tu montres des signes de sous-alimentation chronique et de déshydratation aiguë. Ton corps est soumis à un stress depuis bien plus longtemps que ces 3 derniers jours. Le docteur Cruz a fait venir l'assistante sociale, Veronica, qui m'a de nouveau interviewé pendant que maman attendait dehors. Cette fois, j'ai raconté toute l'histoire, y compris le schéma de maltraitance émotionnelle et de restrictions alimentaires croissantes qui s'était mis en place pendant des mois. Madame a été minutieuse. Elle a posé des questions sur mes frères et sœurs, ma routine quotidienne, mes performances scolaires et la dynamique familiale. Elle a pris des photos de mon état et a tout documenté méticuleusement. Quand ils ont finalement laissé maman revenir, elle est immédiatement passée à la vitesse supérieure. Docteur, je suis tellement inquiète pour Kimberly. Elle a agi dernièrement, mentant, étant irrespectueuse. Je me demande si c'est une sorte de comportement de recherche d'attention. Peut-être qu'elle a arrêté de manger pour nous inquiéter. Le docteur Cruz a regardé maman avec un dégoût à peine dissimulé. Madame Fletcher, votre fille souffre de sous-alimentation chronique et de déshydratation sévère. Son corps présente des signes de stress prolongé et de privation alimentaire intermittente. Ce niveau de perte de poids et de détérioration physique ne se produit pas à partir de 3 jours de rébellion adolescente normale. Mais elle mangeait à la maison, insista maman. Je lui préparais ses repas. Peut-être qu'elle les jetait quand nous ne regardions pas. C'est intéressant, intervint Madame parce que Kimberly a mentionné que les armoires de cuisine et le réfrigérateur étaient verrouillés. Pouvez-vous expliquer cela? J'ai regardé le visage de maman passer par plusieurs expressions avant de se fixer sur une confusion blessée. Verrouillé? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Nous ne verrouillons pas notre cuisine. Donc, si nous devions visiter votre maison maintenant, nous ne trouverions pas de serrure sur les armoires ou le réfrigérateur, insista Madame. La pause de maman fut juste un battement trop long. Bien sûr que non. Ce serait de la maltraitance. 2 heures plus tard, Madame est arrivée à notre maison avec un policier et une ordonnance du tribunal. Papa, Mélanie et Preston étaient tous à la maison à ce moment-là, ayant été appelés par maman. Je n'étais pas là pour cette partie, mais j'en ai appris davantage plus tard grâce au rapport de police et à Madame. Les serrures étaient toujours sur les armoires de cuisine et le réfrigérateur. Dans le placard de la chambre de mes parents, ils ont trouvé les clés sur le porte-clés de maman ainsi qu'un carnet où elle documentait mes problèmes d'attitude et mes tentatives de correction. Le carnet était accablant avec des entrées comme « 3e jour de restriction alimentaire ». Le sujet est toujours provocateur, ne montre aucun remords sincère et doit maintenir la cohérence dans la punition pour obtenir une modification du comportement. Elle traitait ma famine comme une expérience scientifique. Confronté aux preuves, papa a essayé de prétendre qu'il protégeait la nourriture de mon trouble de boulimie. Mélanie a dit qu'ils essayaient de m'aider à perdre du poids parce que j'étais en train de devenir grassouillette. Preston, que Dieu le bénisse, était le seul qui semblait réaliser la gravité de la situation et s'est juste tu. Madame a trouvé d'autres preuves du dysfonctionnement de la famille. Ma chambre était clairsemée par rapport aux chambres de mes frères et sœurs. Alors que Mélanie avait un ordinateur, une bibliothèque pleine et des murs décorés, et que Preston avait du matériel de sport, des affiches et de l'électronique, ma chambre ne contenait guère plus qu'un lit, des meubles basiques et quelques vieux livres. Le réfrigérateur racontait sa propre histoire. Il était rempli de nourriture, des yaourts chers avec le nom de Mélanie dessus, des boissons protéinées pour Preston, des restes gastronomiques de restaurants où je n'étais jamais allé. Mais il n'y avait rien qui pouvait être considéré comme à moi, aucun aliment qui répondait à mes préférences ou à mes besoins alimentaires. J'ai passé 4 jours à l'hôpital pendant qu'il me réhydratait et réintroduisait lentement de la nourriture dans mon système. Pendant ce temps, l'enquête s'est étendue. Les services de protection de l'enfance ont interrogé mes professeurs qui ont admis avoir remarqué des changements dans mon comportement et mon apparence, mais ils n'avaient pas su comment les interpréter.
Madame Thompson a dit que j'étais devenue de plus en plus distraite et fatiguée en classe. Coach Cruz a rapporté que mes performances athlétiques avaient considérablement diminué. Plusieurs professeurs ont mentionné que je semblais replié sur moi-même et triste, mais ils avaient attribué cela à des problèmes typiques d'adolescents. Le conseiller scolaire, M. Davis, se sentait terrible. Kimberly a toujours été si calme et polie, a-t-il dit aux enquêteurs. Elle n'a jamais causé de problème, n'a jamais demandé d'aide. Avec le recul, cela aurait pu être un signal d'alarme, mais elle semblait s'en sortir. Ce qui a vraiment scellé le sort de ma famille, c'est l'entretien de Mélanie avec l'assistante sociale. Ma brillante sœur championne de débat n'a apparemment pas réalisé que se vanter des méthodes de discipline efficaces de la famille serait considéré comme une preuve de maltraitance plutôt que de bon parentage. Elle a dit à madame et avec une fierté évidente que les parents avaient finalement trouvé une conséquence qui fonctionnait sur moi. Elle a décrit mes réactions à la restriction alimentaire comme une preuve que j'apprenais enfin le respect. Elle a même mentionné qu'ils avaient documenté mes progrès pour aider d'autres familles avec des enfants difficiles. L'entretien de Preston était différent. Lorsqu'on l'a interrogé sur la situation, il s'est effondré en larmes et a admis qu'il s'était senti mal à l'aise face à la punition, mais qu'il n'avait pas su quoi faire. Maman et papa ont dit que c'était nécessaire, continuait-il de répéter. Ils ont dit que Kimberly avait besoin d'apprendre. Les accusations sont tombées comme un coup près. Maman et papa ont été arrêtés pour maltraitance d'enfants, mise en danger d'enfants et négligence d'enfants. Les serrures, le carnet et les preuves médicales ont rendu l'affaire étanche. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Un agent d'assurance locale et sa femme arrêtés pour avoir affamé leur fille était le titre qui a détruit leur réputation soigneusement construite. Papa a perdu son emploi immédiatement. Maman a été déchue de son poste de présidente de l'association parents-professeurs et interdite de faire du bénévolat à l'église. J'ai été placé en famille d'accueil temporairement pendant qu'ils triaient quoi faire avec Mélanie et Preston. Ils étaient assez âgés pour rester à la maison sous la supervision de ma grand-mère maternelle, mais je ne pouvais pas y retourner. Ma famille d'accueil, les Johnson, étaient des gens gentils qui se spécialisaient dans les placements d'urgence. Madame Johnson était une ancienne enseignante, et M. Johnson travaillait pour les services sociaux de l'État. Il comprenait les traumatismes et était patient avec mon rétablissement. La première fois que Madame Johnson m'a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner, j'ai commencé à pleurer. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que personne ne m'avait demandé ce que je voulais manger depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Vivre avec les Johnson était un ajustement auquel je ne m'attendais pas. Après des années à marcher sur des œufs, à surveiller constamment mes paroles et mes actions pour éviter la punition, avoir soudainement des adultes qui se souciaient réellement de mon bien-être était presque accablant. La première semaine a été la plus difficile. Madame Johnson posait des questions simples comme « Comment s'est passée l'école ?» ou « Qu'est-ce que tu aimerais pour le dîner ?» Et je me figeais en essayant de trouver la bonne réponse qui ne me causerait pas d'ennui. Il m'a fallu des jours pour réaliser qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse, qu'elle posait la question parce qu'elle voulait vraiment savoir. M. Johnson a remarqué que j'accumulais de la nourriture dans ma chambre. Au lieu de se mettre en colère ou de me faire jeter la nourriture, il s'est assis avec moi et m'a gentiment expliqué qu'il y aurait toujours de la nourriture disponible, que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter d'avoir faim. C'est normal, dit-il gentiment. Beaucoup d'enfants qui viennent ici font la même chose. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ils m'ont présenté à leur autre fille adoptive, Maria, qui avait 16 ans et qui vivait avec eux depuis 8 mois. Maria avait sa propre histoire de traumatisme familial, et elle est devenue comme une sœur aînée pour moi. Elle m'a appris des choses qui semblaient évidentes mais qui ne m'avaient jamais été expliquées, comme comment demander de l'aide pour les devoirs sans paraître provocatrice, et comment exprimer ses préférences sans se sentir coupable. Le plus difficile, m'a dit Maria un soir alors que nous nous vernissions les ongles dans sa chambre, c'est d'apprendre que tu as le droit de prendre de la place, que tes pensées et tes sentiments comptent, que tu n'as pas à gagner une décence humaine fondamentale. Elle avait raison. J'avais passé tellement de temps à essayer de me minimiser, à être aussi petite et inaperçue que possible, que j'avais oublié que j'avais le droit d'exister pleinement. Le retour à l'école après l'hospitalisation a été brutal. Tout le monde savait ce qui s'était passé. L'arrestation avait fait la une des journaux dans notre petite ville. Certains camarades de classe étaient compatissants, mais d'autres semblaient penser que je l'avais en quelque sorte provoqué moi-même ou que j'exagérais ce qui s'était passé. Le pire était de faire face à mes anciens amis, les quelques que j'avais.
Ils ne savaient plus comment me parler. Certains m'évitaient complètement, tandis que d'autres me traitaient comme si j'étais faite de verre, parlant d'un ton prudent et apitoyant qui me donnait envie de disparaître. Mais il y a aussi eu des alliés inattendus. Madame Thompson, mon professeur d'anglais, est devenue une ardente défenseur. Elle a travaillé avec moi après l'école, m'aidant à rattraper le travail que j'avais manqué et à fournir des aménagements pour ma dyslexie que mes parents avaient toujours refusé de rechercher. « Tu es incroyablement brillante, Kimberly », m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances. Ton esprit traite simplement l'information différemment, et ce n'est pas une faiblesse. Certaines des personnes les plus créatives et les plus prospères au monde sont dyslexiques. Pour la première fois, quelqu'un traitait ma différence d'apprentissage comme quelque chose avec quoi travailler plutôt que comme une preuve de mon inadéquation fondamentale. Le cours d'art est devenu mon sanctuaire. M. Park, le professeur d'art, était un homme calme qui comprenait que parfois les élèves avaient besoin d'exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas exprimer avec des mots. Il ne m'a jamais poussé à parler de mes dessins, mais il m'a encouragé à explorer différents médiums et techniques. J'ai commencé par de simples croquis, principalement des paysages et des natures mortes, des sujets sur et neutres, mais progressivement mon art est devenu plus personnel. J'ai dessiné des images de portes verrouillées, d'assiettes vides, de dîners de famille où une chaise restait vide. M. Park regardait ses œuvres avec attention et hochait la tête, comprenant leur signification sans avoir besoin d'explication. Pendant que je m'adaptais à la vie avec les Johnson, l'enquête sur ma famille s'étendait d'une manière que je ne comprenais pas complètement à l'époque. Madame A, l'assistante sociale, avait contacté les services de protection de l'enfance dans d'autres États où nous avions vécu auparavant, à la recherche de schémas de comportement. Ce qu'elle a trouvé était troublant, mais pas tout à fait surprenant. Dans l'Ohio, où nous avions vécu quand j'étais au collège, un rapport avait été déposé par un enseignant qui s'inquiétait de mes absences fréquentes et de la baisse de mes notes. Le rapport avait fait l'objet d'une enquête, mais mes parents avaient été charmants et coopératifs, et j'avais eu trop peur de dire la vérité. L'affaire avait été classée sans suite. Dans le Kentucky, où nous avions vécu brièvement quand j'étais en 6e, un voisin avait appelé les services de protection de l'enfance après avoir entendu ce qui ressemblait à une punition excessive, des cris, des pleurs et ce que le voisin décrivait comme un enfant qui suppliait pour de la nourriture. Encore une fois, l'enquête n'avait abouti à rien parce que j'avais eu trop peur de parler, et mes parents avaient expliqué cela comme un drame adolescent normal. Madame A également interrogé des membres de la famille élargie. Ma grand-mère maternelle, Rose, s'est effondrée pendant son entretien et a admis qu'elle s'inquiétait de la dynamique de notre famille depuis des années, mais qu'elle n'avait pas su quoi faire. Evelyne a toujours été contrôlante, a dit grand-mère Rose à Madame A. Même enfant, elle avait besoin que tout soit parfait, que tout le monde se comporte exactement comme elle l'attendait. Quand elle est devenue mère, je l'ai vue devenir de plus en plus rigide, surtout avec Kimberly. Elle a décrit des visites où je semblais anxieuse et repliée sur moi-même, où mes parents critiquaient tout ce que je faisais tout en louant excessivement Mélanie et Preston. Elle avait essayé d'en parler à maman une fois, mais maman s'était tellement énervée qu'elle avait menacé de couper complètement les contacts. J'aurais dû faire plus, dit grand-mère Rose en larmes. J'aurais dû appeler quelqu'un. J'aurais dû insister pour passer plus de temps seul avec Kimberly. J'ai manqué à cette petite fille. Mes grands-parents paternels étaient décédés quand j'étais plus jeune, mais Madame A interrogé la sœur de papa, ma tante Carole. Son témoignage a été encore plus dommageable. Tante Carole a décrit un barbecue familial l'été précédent où elle avait été témoin de l'humiliation publique de moi par maman devant toute la famille élargie. J'avais accidentellement renversé du soda sur ma chemise, et maman s'était lancée dans un discours de 15 minutes sur ma maladresse constante et mon incapacité à faire quoi que ce soit correctement. C'était inconfortable pour tout le monde, a témoigné Carole. Kimberly est restée là à encaisser, les larmes coulant sur son visage pendant qu'Evelyne la réprimandait devant des cousins, des oncles, tout le monde. Quand j'ai essayé d'intervenir pour dire que ce n'était qu'un accident, Evelyne s'est retournée contre moi et a dit que je ne comprenais pas à quel point Kimberly était difficile à élever. Elle a également mentionné que, lors de cette même visite, elle avait remarqué que j'étais la seule enfant à devoir nettoyer après le barbecue alors que Mélanie et Preston jouaient avec leurs cousins. Quand elle avait offert de m'aider, maman était rapidement intervenue, disant que les tâches ménagères faisaient partie de ma construction de personnage et que m'aider minerait la leçon. L'arrestation et l'enquête qui a suivi ont envoyé des ondes de choc à travers notre petite communauté de l'Indiana. Mes parents avaient si soigneusement façonné leur image publique que beaucoup de gens ont d'abord refusé de croire les accusations. L'église où maman avait fait du bénévolat était divisée en deux.
Certains membres se sont mobilisés pour la soutenir, insistant sur le fait que les accusations devaient être exagérées ou que j'avais dû d'une manière ou d'une autre provoquer la situation. Ils ont organisé des cercles de prière pour mes parents et ont recueilli des fonds pour leur défense juridique. Mais d'autres, en particulier ceux qui travaillaient avec des enfants, ont commencé à reconsidérer les interactions qu'ils avaient avec notre famille. Le professeur d'école du dimanche a mentionné que j'avais toujours semblé étrangement mûr et désolé pour une enfant de mon âge, ne demandant jamais de collation pendant les longs offices religieux, même lorsque d'autres enfants avaient clairement faim. Madame Patterson, l'infirmière scolaire, a commencé à relier des points qu'elle n'avait pas reconnus auparavant. Elle s'est rendue compte que j'étais allé fréquemment à son bureau au cours de l'année écoulée avec des plaintes vagues, maux de tête, maux d'estomac, fatigue, qui semblaient maintenant être des symptômes de stress chronique et de privation alimentaire intermittente. Elle était toujours si polie, si désolée de prendre de mon temps, a dit Madame Patterson aux enquêteurs. Elle demandait juste un biscuit salé pour son mal d'estomac, puis elle le mangeait comme si elle mourait de faim. Je pensais qu'elle était juste l'un de ces enfants qui oubliaient de prendre le petit déjeuner, mais maintenant je me demande combien de repas elle manquait réellement. Le conseiller d'orientation du lycée, M. Davis, a également commencé à revoir ses interactions avec moi avec une nouvelle compréhension. Il avait noté dans mon dossier que j'étais inhabituellement mûr et autonome et peu disposé à discuter des affaires familiales. Ce qu'il avait interprété comme de l'indépendance ressemblait maintenant à un enfant qui avait appris à ne pas demander d'aide. Les collègues de papa à l'agence d'assurance ont été choqués mais ont commencé à se souvenir de commentaires inquiétants qu'il avait faits sur le rôle parental. Sa secrétaire se souvenait qu'il plaisantait sur le fait de devoir me débarrasser de mon attitude prétentieuse et de louer Mélanie et Preston pour être de vrais enfants tout en me qualifiant d'enfants à problème. Un collègue a témoigné que papa avait dit une fois avec une fierté apparente que lui et maman avaient trouvé comment faire en sorte que la discipline colle vraiment avec moi, impliquant que les punitions précédentes n'avaient pas été assez sévères. Pendant que je commençais à guérir en famille d'accueil, Mélanie luttait contre les conséquences de l'arrestation de nos parents. En tant qu'enfant chéri qui n'avait jamais fait face aux conséquences de ses actions, elle était complètement dépourvue face aux retombées sociales. Ses demandes d'admission à l'université ont été affectées lorsque le conseiller d'orientation s'est senti obligé d'inclure des informations sur la situation familiale. Plusieurs écoles qui avaient initialement manifesté de l'intérêt sont devenues hésitantes à admettre une étudiante d'une famille aussi controversée. Mélanie avait eu 18 ans juste 2 semaines avant le début du procès, ce qui signifiait qu'elle était légalement adulte lorsqu'elle a donné son témoignage. Cela a joué contre elle car le tribunal a traité ses déclarations comme celles d'un adulte qui aurait dû savoir mieux plutôt que comme celles d'un enfant manipulé. Ses coéquipiers et ses professeurs de débat ont commencé à considérer ses arguments précédents sur la responsabilité personnelle et l'amour sévère sous un nouveau jour. Les commentaires qu'elle avait faits lors de débats sur la façon dont certaines personnes ont besoin de conséquences plus strictes pour apprendre un comportement approprié étaient maintenant considérés comme reflétant la dynamique abusive de sa propre famille. Le pire pour Mélanie était la réalisation que son identité soigneusement construite de fille parfaite était construite sur ma souffrance. Elle avait été récompensée pour avoir participé à ma maltraitance, louée pour sa maturité en soutenant ma punition, et présentée comme un exemple de ce à quoi je devais aspirer. Mais au lieu de reconnaître cela et de ressentir de la culpabilité ou du remords, Mélanie a redoublé sa position initiale. Elle a commencé à dire à quiconque voulait bien l'écouter que j'étais manipulatrice et que j'avais joué la victime pour détruire notre famille. Elle a affirmé que la punition avait fonctionné, que je commençais enfin à montrer du respect et que l'intervention avait interrompu une importante construction de personnages. Preston m'a dit plus tard que Mélanie avait essayé de le convaincre de soutenir sa version des faits, de témoigner que nos parents avaient été aimants et que j'avais été le problème. Quand il a refusé, elle l'a accusé d'avoir subi un lavage de cerveau de la part des travailleurs sociaux et de trahir la famille. Son incapacité à accepter la responsabilité ou à faire preuve d'empathie pour ce que j'avais enduré est devenue une autre preuve que les procureurs ont utilisée pour démontrer l'étendue du dysfonctionnement de la famille. Lors de sa déposition, l'avocat de Mélanie a dû la conseiller à plusieurs reprises d'arrêter de faire des déclarations qui dépeignaient la maltraitance comme justifiée. Le parcours de Preston a été complètement différent de celui de Mélanie. La culpabilité qu'il ressentait pour sa participation à ma maltraitance était accablante. Mais au lieu de le nier, il s'est investi dans la compréhension de la façon dont cela s'était produit et de la façon de l'empêcher de se reproduire. Son thérapeute, le Dr Thompson, l'a aidé à comprendre qu'il avait été manipulé par nos parents autant que je l'avais été, mais d'une manière différente. Alors que j'avais été un bouc émissaire, il avait été préparé à être un facilitateur,
récompensé pour avoir suivi la maltraitance et amené à se sentir spécial pour sa conformité. Ils vous ont fait croire que blesser votre sœur l'aidait en réalité, a expliqué le docteur Thompson. C'est une forme de manipulation psychologique appelée désengagement moral. Ils vous ont convaincu que la cruauté était de la gentillesse, que la maltraitance était de la discipline. Preston a commencé à lire tout ce qu'il pouvait sur la dynamique familiale, la maltraitance et les traumatismes. Il a appris des concepts comme la triangulation, où les parents opposent les enfants les uns aux autres, et la parentification, où les enfants sont forcés d'assumer des responsabilités et des perspectives d'adultes. Il m'a écrit des lettres, de longues et sincères excuses qui reconnaissaient non seulement ce qu'il avait fait, mais aussi pourquoi c'était mal et comment il prévoyait de faire mieux. Il n'a pas cherché d'excuses et n'a pas essayé de minimiser son rôle. Il a assumé l'entière responsabilité et s'est engagé à réparer ses erreurs. Je sais que je ne peux pas réparer le mal que j'ai causé, a-t-il écrit dans une lettre. Je sais que dire désolé n'efface pas les fois où j'étais assis là à manger pendant que tu avais faim ou les fois où j'étais d'accord quand maman et papa disaient que tu étais irrespectueuse. Mais je veux que tu saches que je le vois clairement maintenant, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que rien de tel ne se reproduise. Preston a également commencé à parler publiquement de ce qui s'était passé malgré le coup social. Il a donné des interviews aux stations de nouvelles locales parlant de la façon dont les enfants peuvent être manipulés pour participer à la maltraitance et de la façon dont il est important pour les jeunes de dénoncer ce qu'ils voient de mal. Ses coéquipiers de football lui ont initialement donné du fil à retordre, le traitant de traître à la famille et disant qu'il aurait dû garder les affaires de famille privées. Mais Preston est resté ferme, expliquant que protéger les abuseurs n'était jamais plus important que de protéger les victimes. Ma sœur a failli mourir, a-t-il dit à tous ceux qui ont critiqué sa décision de témoigner. Elle mourait de faim dans notre maison pendant que nous étions assis là à dîner et a appelé cela de la discipline. Si ça ne vaut pas la peine d'en parler, alors qu'est-ce qui le vaut? Le procès a été un cirque médiatique dans notre petite ville. Maman et papa ont engagé un avocat coûteux qui a essayé de me dépeindre comme une adolescente troublée qui avait manipulé la situation. Ils ont affirmé que j'avais un trouble de l'alimentation et que je leur avais caché ma restriction alimentaire. Cette stratégie s'est retournée de façon spectaculaire contre lorsque l'accusation a présenté les preuves du carnet et les déclarations enregistrées de Mélanie. Il est difficile de prétendre ignorer quelque chose lorsque votre propre fille est enregistrée en train de décrire la stratégie familiale pour faire face à mon manque de respect. Les preuves médicales étaient accablantes. Le docteur Cruz a témoigné que mon état était compatible avec une restriction alimentaire prolongée et un stress chronique, pas un trouble de l'alimentation. Un psychiatre a expliqué comment la maltraitance psychologique avait été aussi dommageable que la négligence physique. Madame Patterson, mon infirmière scolaire, a donné un témoignage émotif sur le fait de m'avoir trouvé effondré et sur l'appel téléphonique avec maman. Elle était plus préoccupée par le fait de manquer le travail que par l'urgence médicale de sa fille, a-t-elle dit au jury. Mais le témoignage le plus dommageable est venu d'une source inattendue, Preston. Mon frère luttait contre la culpabilité depuis l'arrestation. Bien qu'il soit mineur, il a demandé à témoigner de ce qui s'était réellement passé dans notre maison. Son témoignage a été dévastateur. Ils m'ont fait croire que j'aidais Kimberly, a-t-il dit, les larmes coulant sur son visage. Ils ont dit qu'elle avait besoin d'un amour sévère pour devenir une meilleure personne, mais je pouvais voir qu'elle devenait plus mince et plus triste, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Il a décrit les dîners de famille où il discutait de mes problèmes d'attitude pendant que j'étais enfermé dans ma chambre. Il a parlé de la façon dont maman et papa le louaient, lui et Mélanie, pour avoir soutenu le processus d'apprentissage de Kimberly. Il a admis qu'il avait apprécié l'attention et les privilèges spéciaux qui accompagnaient le fait d'être les bons enfants. Je savais que c'était mal, a-t-il sangloté. Mais ils ont fait croire que nous l'aidions. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir parlé. Maman a été condamnée à 3 ans de prison pour maltraitance et négligence d'enfant. Papa a écopé de 2 ans et demi. Le juge a été particulièrement sévère dans ses remarques sur la sentence, bien qu'elle ait noté qu'en tant que délinquant primaire, il recevait des peines quelque peu réduites avec l'attente d'une probation supervisée à leur libération. Les accusés ont utilisé la nourriture comme une arme contre leur propre enfant, a-t-elle dit. Ils ont transformé le besoin humain le plus fondamental en un outil de torture psychologique. Ils ont impliqué leurs autres enfants dans cette maltraitance, leur enseignant que la cruauté pouvait être justifiée comme de la discipline. Le niveau de préméditation, comme en témoigne le carnet et l'approche systématique, démontre un mépris insensible pour le bien-être de leur fille qui choque la conscience. Mélanie et Preston ont été placés en consultation.
Mélanie, qui avait 18 ans au moment du procès, a eu du mal à comprendre pourquoi tout le monde traitait nos parents comme des criminels. Elle avait sincèrement cru qu'ils m'aidaient à devenir une meilleure personne. Preston, en revanche, a été dévasté par la culpabilité. Il a commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux et a lentement commencé à comprendre comment il avait été manipulé pour participer à ma maltraitance. Je suis resté avec les Johnson pour le reste de ma 2e année, toute ma 3e année et toute ma dernière année. Ils m'ont aidé à rattraper mon retard scolaire, en me fournissant le soutien approprié pour ma dyslexie et en travaillant avec mes professeurs pour répondre à mes besoins d'apprentissage. Pour la première fois de ma vie, mes difficultés ont été accueillies avec du soutien au lieu d'une punition. Quand j'avais du mal avec les devoirs de lecture, Madame Johnson s'asseyait avec moi et m'aidait à les résoudre. Quand je me sentais dépassé, M. Johnson me rappelait que la guérison prend du temps et que je n'avais pas besoin d'être parfaite. J'ai repris le poids que j'avais perdu, plus un peu, car mon corps s'est remis de la famine. Plus important encore, j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était que de se sentir en sécurité. Les Johnson m'ont encouragé à poursuivre l'art, l'intérêt qui avait déclenché tout ce cauchemar. J'ai rejoint le club d'art que j'avais initialement voulu rejoindre et j'ai découvert que j'avais un réel talent pour le dessin et la peinture. L'art est devenu ma thérapie, un moyen d'exprimer des sentiments pour lesquels je n'avais pas de mots. J'ai 22 ans maintenant, et je viens d'obtenir mon diplôme universitaire en art-thérapie. Je veux aider d'autres enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je vis toujours avec les effets du traumatisme. J'ai parfois de l'anxiété autour de la nourriture, et j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais je guéris. Preston et moi avons reconstruit notre relation. Il est à l'université maintenant, étudiant le travail social. Il dit qu'il veut aider les familles avant qu'elles n'atteignent le point de rupture que la nôtre a atteint. Nous parlons régulièrement, et il a été une source de soutien énorme dans mon rétablissement. Mélanie et moi n'avons plus de relation. Elle croit toujours que nos parents essayaient de m'aider et que j'ai ruiné la famille en ne m'excusant pas et en n'acceptant pas leur discipline. Elle est mariée maintenant et a un bébé, ce qui me terrifie parce que je m'inquiète de la façon dont elle pourrait traiter son enfant s'il ne répond pas à ses attentes. Maman et papa ont tous les deux purgé leur peine complète. Maman a été libérée il y a 2 ans après avoir purgé 3 ans, et papa a été libéré il y a 18 mois après avoir purgé 2 ans et demi. Ils ont déménagé dans un autre état immédiatement après leur libération. Ils ne se sont jamais excusés ni n'ont reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Par le biais de connaissances mutuelles, j'ai entendu dire qu'ils disaient toujours aux gens que j'étais une enfant difficile qui avait besoin de limites fermes. Voici la chose à propos de la vengeance, parfois, la meilleure vengeance est simplement de survivre et de prospérer. Mes parents ont essayé de me briser, de me faire croire que j'étais sans valeur et méritais une punition. Ils ont échoué. J'ai une bonne vie maintenant. J'ai des amis qui se soucient de moi, une carrière qui me passionne et un avenir plein de possibilités. J'ai appris à faire confiance à mes propres perceptions et à me défendre. J'ai appris la différence entre la discipline et la maltraitance, entre l'amour et le contrôle. Mes parents ont tout perdu, leur réputation, leur liberté, leur relation avec leurs enfants, leur place dans la communauté qu'ils tenaient tant à impressionner. Mais plus que cela, ils ont perdu la chance d'avoir une vraie relation avec leur fille. Ils ont choisi leur besoin de contrôle plutôt que leur amour pour moi, et ce choix leur a tout coûté. J'y pense parfois, à quel point les choses auraient pu être différentes s'ils avaient simplement écouté quand j'ai demandé à rejoindre le club d'art, s'ils avaient vu ma demande comme un signe d'indépendance croissante à nourrir plutôt que de défis à écraser, s'ils m'avaient aimé pour qui j'étais au lieu d'essayer de me forcer à devenir qui ils voulaient que je sois. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que le cycle se termine avec moi. Si vous êtes un enfant qui vit quelque chose de similaire, sachez que ce qui vous arrive n'est pas normal et que ce n'est pas votre faute. Les adultes qui vous aiment n'utilisent pas la nourriture comme une punition. Ils ne montent pas vos frères et sœurs contre vous. Ils ne vous traitent pas comme un problème à résoudre au lieu d'une personne à aimer. Parlez-en à un enseignant, à un conseiller scolaire, à une infirmière ou à tout adulte de confiance. Continuez à parler jusqu'à ce que quelqu'un écoute. Vous méritez d'être nourri, d'être en sécurité et d'être aimé inconditionnellement. Si vous êtes un parent qui lit ceci, n'oubliez pas que vos enfants ne sont pas des extensions de vous. Ce sont des individus avec leurs propres pensées, leurs propres sentiments et leurs propres besoins. La discipline doit enseigner, pas détruire. L'amour doit élever, pas démolir.
Et si vous êtes quelqu'un qui voit des signes de maltraitance, veuillez parler. Madame Patterson m'a sauvé la vie en passant cet appel téléphonique. Vous pourriez sauver une vie aussi.